Merci beaucoup aux organisateurs également, toutes les personnes du ministère qui ont permis cette journée, et merci donc de votre invitation. Donc je vais effectivement essayer de vous montrer ce qu'est l'épigénétique de façon extrêmement schématique, et également je vais l'illustrer en ce qui concerne le stress prénatal. Nous avons fêté notre unité de recherche, les 10 ans, l'année dernière. Nous sommes 7 équipes qui sont vraiment dans les sciences fondamentales avec des applications également médicales. Et je vous invite à venir nous rencontrer, si vous en avez envie, sur le campus de l'Université Paris Diderot, ex-Paris Diderot. Là, c'est une représentation assez sympathique de notre unité. Donc, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait effectivement un continuum entre les troubles du développement du cerveau et l'émergence de maladies neuropsychiatriques, que ce soit d'ailleurs dans des contextes de mutation génétique chez des patients ou bien des contextes, je ne trouve plus environnementaux, également chez un autre type de patient. Et ce que l'on remarquait, c'est qu'en particulier, que ce soit par mutation ou par exposition, en particulier au stress prénatal, cela augmentait bien sûr le risque de développer des maladies du neurodéveloppement, mais également à l'âge adulte un risque accru de développer des maladies neuropsychiatriques. Alors ça a été montré dans des modèles animaux qui permettent de s'affranchir en particulier de ce qu'on appelle des facteurs confondants, mais également dans des cohortes chez les enfants et les adultes. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est de s'apercevoir que ce soit en raison de mutations particulières ou bien d'exposition prénatale ou préconceptionnelle à des agressions, et bien finalement ce sont les mêmes gènes qui sont affectés, leur expression est affectée, et en particulier ce sont des gènes qui sont importants pour la formation et l'activité des synapses, et également de façon assez intéressante des fonctions immunitaires et inflammatoires, et des acteurs épigénétiques. Il y a en effet de grandes, excusez-moi, j'ai un petit problème. Oui, je vois, j'ai compris. Enfin non, j'ai pas compris, ça marche pas. J'arrive pas à remonter dans mes diapositives. On va y arriver. Pardon. Hop, on va y arriver. Doum, doum. Voilà. Et en particulier, le développement du cerveau est extrêmement contrôlé de façon très étroite par des mécanismes épigénétiques. Et ce qui explique que, effectivement, on ait découvert que des gènes impliqués qui codent des acteurs épigénétiques soient soit mutés, soit leur expression soit endommagée dans de nombreuses maladies neurodéveloppementales et neuropsychiatriques. Alors l'exposition au stress va induire effectivement, donc ça peut être des stress à des toxiques comme l'alcoolisation fœtale, dont je vais parler en particulier, la fièvre, du stress oxydant, des infections virales ou bactériennes, des problèmes de nutrition, malnutrition ou manque de nourriture chez la mère ou diète, régime inapproprié, le stress psychologique chez la mère, mais également dans la petite enfance. Tout cela va favoriser l'émergence à la fois chez l'adulte, chez l'enfant par exemple, de déficits intellectuels, de troubles d'apprentissage, troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, et autisme bien sûr, et chez l'adulte de dépression, addiction, psychose même, etc. Donc avec certaines spécificités, c'est-à-dire que certaines expositions vont plus favoriser par exemple l'émergence de l'autisme, et puis par exemple pour l'alcool, on va avoir chez l'adulte plus de dépression, d'addiction, etc. Donc en fait, il semble, bien que parfois l'exposition au stress prénatal soit extrêmement transitoire, qu'il y ait comme une sorte d'empreinte, persistance du stress dans le cerveau de l'adulte, et cela même quand on ne voit pas de défauts neurodéveloppementaux évidents, de signes développementaux évidents. Et donc, en fait, on pourrait penser qu'il y a une sorte de mémoire moléculaire du stress, pas mémoire au sens neuronal, mais empreinte moléculaire du stress prénatal. Et effectivement, un de ces signes, ce sont le dépôt à l'échelle du génome, dans tout l'ADN, de marques épigénétiques aberrantes dont je vais vous expliquer leur nature.
Alors c'est très important parce que, en fait, ce qu'on pourrait appeler ces cicatrices épigénétiques du stress prénatal vont précisément affecter les mêmes familles de gènes que l'on voit affectées dans des mutations, en particulier donc ces gènes de formation des synapses, ces acteurs épigénétiques, etc. Donc, excusez-moi pour le côté dépression, là, il y a aucun, c'est une scorie. Ce qui est important aussi, c'est que ces cicatrices épigénétiques peuvent constituer des marqueurs, des biomarqueurs, pour des suivis et peut-être même des stratégies thérapeutiques à terme. Il faut savoir que dans de nombreux cas, l'historique d'exposition n'est pas connu chez les patients et que si on pouvait suivre ces patients à risque très tôt dans leur vie, on pourrait certainement appliquer des actions, enfin des interventions précoces qui seraient vraiment très, très utiles pour justement l'amélioration de leurs conditions. Ça impose donc de faire un diagnostic précoce qui est souvent très difficile, en particulier par exemple l'alcoolisation fœtale, c'est vraiment emblématique à ce titre, et donc il nous faut des biomarqueurs pour essayer à la fois avec les tableaux cliniques, l'imagerie qu'on a également, compléter ce tableau pour dire eh bien, cet enfant, ce serait quand même drôlement bien de le suivre précocement et pendant toute son enfance, adolescence et la vie jeune adulte à minima. Alors qu'est-ce que l'épigénétique ? Alors je dirais d'abord il n'y a pas d'épigénétique sans génétique. Épigénétique, ça veut dire une couche de complexité au-dessus de la génétique. Si vous avez une mutation dans le gène BRCA1, vous avez quasiment 100% de chance de déclencher un cancer du sein. Si vous avez une mutation un certain type de mutation dans votre génome, vous allez développer des maladies neurodéveloppementales dévastatrices. Donc il y a toujours la génétique, malheureusement. Mais là-dessus se greffe une couche de complexité supplémentaire pour l'expression des gènes. Et c'est dû au fait qu'en fait, il y a un problème d'accès à l'information qui est contenue dans la séquence de l'ADN. Il y a un enjeu qui est le suivant, c'est de faire rentrer 2 mètres d'ADN dans un noyau d'une cellule qui fait quelques microns. Ça équivaut, grosso modo, à faire rentrer 15 km de spaghettis dans un ballon de basket. On a donc finalement un enroulement de l'ADN comme autour de petites bobines qu'on appelle les nucléosomes, là, qui est représenté ici, de protéines. Ça va s'enrouler de façon plus ou moins lâche. Donc là, vous avez un enroulement lâche ou bien extrêmement compacté. Vous voyez bien que l'information qui est contenue dans ces régions compactées est complètement inaccessible aux machineries cellulaires qui sont capables de la lire et de la transformer, par exemple, en protéines. Il y a un code chimique qui va dicter que certaines régions restent ouvertes et que d'autres soient fermées. C'est un code chimique avec des décorations, si vous voulez, autour de ces petites bobines. Donc, il y a, pour ceux qui connaissent, l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation. Et il y a également une modification chimique de l'ADN lui-même, et c'est cet exemple que je vais prendre parce qu'il est assez simple pour aujourd'hui. Donc, l'ADN ne ressemble pas à un long fil étendu, mais à une sorte de boîte de nuit ou bien à Las Vegas, si vous voulez. Ça clignote de partout. Il y a des décorations chimiques qui sont à la fois transmissibles d'une division cellulaire à l'autre, et on verra également peut-être de façon transgénérationnelle, et d'autres qui sont également relativement dynamiques. Alors pour vous expliquer, il n'y a pas de code sans quelqu'un pour écrire un code et sans quelqu'un pour lire ce code, le déchiffrer et en faire quelque chose. Donc si on prend l'exemple de la méthylation de l'ADN, vous avez un ADN ici qui est non méthylé et de façon ultra schématique, en fait dans le détail c'est complètement faux, mais ça a quand même un sens, c'est qu'en fait cette non-méthylation va permettre la liaison de ce qu'on appelle des facteurs de transcription qui vont permettre de recruter les machineries qui vont lire l'information génétique sur cet ADN. Elles peuvent lire parce qu'il y a des complexes activateurs qui vont aider ces facteurs et mettre une compaction très lâche, donc la chromatine, ce qui est cet assemblage d'ADN avec ces bobines de protéines, est ouverte et le gène peut être lu, il est dit exprimé. Donc on va pouvoir fabriquer par exemple de la protéine correspondante. Par contre, quand l'ADN est méthylé par des enzymes en particulier, donc ça c'est le rôle des écrivains de cette marque, eh bien en fait on ne peut pas lire l'information génétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lecteur
qui sait déchiffrer cette marque de méthylation, qu'on appelle des protéines capables de lier l'ADN méthylé, qui vont attirer de gros complexes, qui vont déposer plein de petites bobines, donc compacter l'ADN, et donc cette information génétique devient complètement inaccessible, et le gène est dit silencieux, il n'est pas exprimé. La protéine n'est pas produite, si vous voulez. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une réversibilité des mécanismes épigénétiques. C'est-à-dire qu'en jouant sur l'activité de ces scribes ou écrivains ou de ces lecteurs, soit normalement au cours du développement du cerveau, donc ça c'est la petite étoile verte, soit parce que vous modifiez ça en réponse à un stress prénatal ou autre, par exemple, soit grâce à des molécules qu'on appelle des médicaments ou des drogues épigénétiques, eh bien on va pouvoir passer d'un état compacté à un état ouvert et réciproquement. Ça c'est quelque chose à garder en tête. Et donc, tous ces mécanismes d'ouverture ou de fermeture de certaines régions de votre génome vont être mis à l'œuvre, puisque finalement, nous sommes tous partis d'un embryon, une cellule, que toutes les cellules de notre corps ont le même contenu en ADN, de la même séquence d'ADN, et pourtant, on arrive à un individu qui a toute une série de cellules très différentes, neurones, musculaires, hématopoïétiques, des cellules qui meurent de façon très programmée au cours du développement. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que dans des fenêtres de temps extrêmement précises, on va avoir, donc ça c'est les petites étoiles de couleur, on va avoir des signaux spécifiques qui vont nous orienter, soit pour faire du neurone, du muscle, soit pour mourir, soit pour rester une cellule souche qui va s'auto-renouveler, etc. Et que les petits éclairs, ce sont les stress prénataux en particulier, vont modifier ces signaux et nous faire aller dans le mur, dans le destin neuronal, le destin musculaire, etc. Alors pourquoi c'est important, et en particulier pour le développement du cerveau? C'est qu'en fait, les mêmes gènes qui sont impliqués dans la division des cellules souches qui vont donner des neurones, pour la migration neuronale des jeunes neurones qui vont, par exemple, faire les 6 couches de votre cortex, ou bien pour la formation des axones, des synapses, et puis toute la plasticité synaptique neuronale, eh bien, ce sont les mêmes gènes les mêmes familles de gènes qui sont impliquées. Ça, c'est très embêtant, enfin c'est très bien, mais en même temps c'est très embêtant pour la raison suivante, c'est que dans le cerveau en développement, on a besoin particulièrement d'un dosage très subtil de l'expression des gènes. On ne peut pas se contenter d'avoir un truc approximatif. 20 à 30% d'une protéine en moins dans le développement du cerveau, ça vous fait vous taper dans le mur, ou ça vous fait vous taper pour la plasticité neuronale dans le mur à l'âge du jeune adulte et vous développez une maladie neuropsychiatrique. Donc si on a déposé des marques anormales de méthylation de l'ADN sur un gène important pour tous ces processus, donc division, migration, formation des synapses, etc., à un moment du développement, eh bien, on va continuer à les trimballer. Isabelle Mansuy vous en parlera plus particulièrement. On va avoir une héréditabilité de ces marques jusque dans le cerveau adulte. Et donc, ce gène n'aura pas une expression normale et on va avoir un risque accru de développer des maladies neuropsychiatriques. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, en particulier l'impact de l'alcoolisation prénatale sur l'expression des gènes et la notion de fenêtre de vulnérabilité. Je ne vais pas m'étendre, mais ce sont des études qui ont montré qu'à selon le stade d'exposition, premier trimestre, deuxième trimestre, équivalent du troisième trimestre chez la femme dans les modèles animaux, eh bien, on allait impacter des gènes qui ont des fonctions différentes, par exemple dans la division cellulaire, la migration neuronale ou les synapses, des gènes un peu différents, enfin des familles de gènes un peu différentes, mais qui vont se retrouver très longtemps après dans le cerveau adulte, complètement effectivement impactés pour leur expression dans le cerveau adulte. Et ce qui fait que finalement, si on expose au moment où il y a les progéniteurs neuraux qui se divisent, eh ben on va impacter les gènes encore chez l'adulte qui sont impliqués là-dedans. On va impliquer la neurogénèse chez l'adulte, on va impliquer aussi des histoires de plasticité synaptique, etc. Si on fait plus tard, eh bien on aura également des impacts chez l'adulte très longtemps après. Donc il n'y a pas de stade qui soit protégé. Tous les stades sont vulnérables. L'alcool en prénatal s'engouffre finalement dans les brèches, c'est-à-dire c'est les programmes actifs au cours de l'exposition, les zones ouvertes de la chromatine, les zones ouvertes qui ont des marques épigénétiques actives, qui vont constituer les brèches principales par lesquelles on va altérer le cerveau. Et donc ça veut dire que potentiellement tous ces stades, et chez l'adulte également, sont altérés.
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau épigénétique? Eh bien, si on regarde, par exemple, la méthylation de l'ADN, ce qu'on va voir, donc ça, c'est la première étude qui a montré que l'exposition prénatale, donc chez la in utero, on a des souris qui, en fait, ont toutes la même information génétique, et vous voyez que leur pelage est très différent, on a comme un arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que, bon, pas seulement sur ce gène-là, mais en particulier, ça se voit bien, sur ce gène agouti, eh bien, on a une méthylation qui est trop forte, et donc on a en fait un noircissement du pelage de façon assez un peu stochastique d'un individu à l'autre, avec une certaine variabilité, mais que vous voyez très bien ici. Si on regarde à l'échelle du génome, là c'est un équivalent d'alcoolisation au troisième trimestre chez la femme, avec des injections dans des petits bébés en postnatal chez la souris, qui correspond à ce stade chez la femme. Eh bien, vous voyez, avec ces chromosomes qui sont étalés là, eh bien, vous voyez qu'il y a en rouge de l'hyperméthylation de certaines régions, il y a trop de méthylation sur certaines régions, et en bleu, vous n'avez pas assez de méthylation sur d'autres régions. Et quand on regarde ce qui se passe, quels sont les gènes altérés, eh bien, on voit que ce sont des gènes très importants pour le développement du cerveau, que ce soit la morphogénèse, la formation des synapses, la plasticité des synapses, et aussi, peut-être que Isabelle en parlera, mais il y a des gènes qui ne codent pas des protéines, mais de longs ARN non codants. Et ces longs ARN sont très importants pour le développement du cerveau et son intégrité à l'état adulte, en particulier pour les gens qui connaissent des gènes qu'on appelle soumis à l'empreinte. Je ne rentrerai pas dans les détails. Valérie Mesger, c'est le rouge aux joues qu'il me faut vous rappeler qu'il vous reste 1 minute. D'accord, très bien. Eh bien, on y va. Donc, ça a été également, illustré, démontré chez l'homme, avec également, ici, vous allez voir, par exemple, une région du génome qu'on appelle un cluster de gènes de protocadérine qui sont impliqués dans la complexité synaptique, qui est vraiment un hotspot de méthylation de l'ADN anormal en réponse à l'agression prénatale. Alors donc, on a effectivement, dans la littérature, on voit qu'il y a des hotspots communs de méthylation anormale de l'ADN qui sont identifiés. Ce sont à la fois les mêmes, avec aussi des subtilités, dans la malnutrition, le stress chez la mère ou l'enfant. Et puis, ce sont les mêmes gènes qui sont affectés, comme je vous l'avais dit. On va sans doute pouvoir utiliser ces cicatrices épigénétiques comme biomarqueurs. On peut espérer à terme qu'il y ait, grâce aux réversibilités des mécanismes épigénétiques, qu'on puisse dégager des stratégies médicamenteuses chez les enfants qu'on pourrait identifier, mais c'est très risqué parce que même si ces médicaments existent déjà en cancéro et en psychiatrie, chez in utero ou chez l'enfant, comme le cerveau est extrêmement vulnérable à des modifications épigénétiques, c'est très risqué. Mais on a un grand espoir parce qu'il y a aussi des actions non médicamenteuses qui pourraient modifier l'épigénome. Ça reste à démontrer formellement, mais on imagine bien que c'est par là que ça va passer, qui vont en fait être vraiment des voies privilégiées à poursuivre, avec toujours le problème du diagnostic précoce. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup de votre attention. Et encore merci de m'avoir invité. Merci. Venez nous rejoindre.